Bonjour les amis. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir posé pas mal de questions, notamment sur le MSV, sur le broyat de bois, sur ce que je pensais de la paille, et la syntropie aussi. Mais là, ce que je voulais faire, c'était de parler de la permaculture, parce que la permaculture est implantée en France depuis plus de 10 ans maintenant, puisque moi j'ai commencé ça il y a plus de 10 ans, il y a 11 ou 12... Ouais, il y a 11 ans je crois. 11 ans ou 12 ans. Il y a 11 ans, je crois. Il y a 11 ans. Et je suis rentré dedans par le biais de Joseph Chauffret. Alors c'est quelqu'un qui est pas vraiment connu dans le monde de la permaculture, hein. C'est un tout petit créateur, voilà, qui à l'époque on ne parlait même pas de permaculture, hein. Il parlait d'utiliser les méthodes de jardinage de différentes régions du monde, etc., etc. On parlait même pas de permaculture encore à cette époque-là. C'est ensuite que c'est venu par les biais de Damien Descartes, etc. Mais la permaculture est installée en France depuis maintenant une décennie, une bonne décennie, et donc on peut en tirer un bilan. Et la science s'est penchée dessus. On va faire le tour d'un article de science, voir ce qu'ils en tirent comme résultat, comme conséquence, comme avis, et voir si déjà on parle vraiment de la permaculture, hein, parce que la permaculture, euh, c'est normalement... Ah oui, bah du coup avec le fond vert, vous le voyez pas, c'est le livre de permaculture, hein, donc c'est un bouquin vert, c'est... Voilà, c'est un pavé, c'est ça, appliqué, théoriquement, mais si on nous parle de la permaculture des réseaux appliqués, et qu'on nous dit qu'il n'y a pas de résultat, je ne serais pas surpris. Non, parce que... Enfin... On n'a jamais fait pousser 3 radis dans un roncier. Enfin... Voilà. Donc nous sommes sur le site de AFIS, AFIS Science, qui nous dit la permaculture, solution ou illusion. Eh bien voyons. Moi, c'est ce que je dis, c'est que la permaculture des réseaux, attention, pas la permaculture telle qu'elle a été enseignée, la permaculture des réseaux, c'est ce qui a envoyé la permaculture dans l'ornière. Hein, c'est-à-dire que la promesse de la permaculture, c'était de nourrir le monde. Aujourd'hui, vous voyez bien que ça nourrit personne, hein, à part trois pélos qui font des formations pour nourrir leur compte en banque. Voilà, c'est tout. Hein. À l'heure où les enjeux environnementaux mais aussi socio-économiques liés à l'agriculture deviennent de plus en plus pressants, un mot revient régulièrement dans les débats. Permaculture. Alors cet article date du 7 février 2026, hein, il est très récent. Ce terme, à la croisée de l'agriculture, de l'écologie et parfois de la philosophie de vie. Alors, bon, déjà on va mal partir. Putain, ça va être long, ça va être très long. La permaculture, ce n'est pas du jardinage, justement. C'est un mode de vie. Tout est lié. Les énergies, la construction, la nourriture, tout est lié. C'est en gros, c'est un programme politique, hein. De l'écologie et parfois de philosophie de vie, séduit par ses promesses de durabilité, de respect de la nature, d'abondance. La permaculture est parfois mise en avant dans les médias comme un modèle idyllique. Oui, et c'est là qu'est le piège. C'est justement où on vous vend un modèle idyllique et on vous dit pas que vous allez en chier. Sans impact négatif et comme une source d'inspiration pour repenser notre rapport à l'agriculture. Si l'idée d'en faire un modèle généralisable à l'échelle nationale reste marginale, elle est néanmoins quelquefois évoquée, notamment dans certaines interventions ou articles militants. Alors, pour créer du blé, je pense pas que la permaculture, ça, non. Tu vois, pour les grandes étendues de blé, pour créer, voilà, du lait, hein, voilà, faut des vaches laitières, donc faut des fermes, faut des infrastructures. Pour des contextes maraîchers, ouais, ça peut s'appliquer. Voilà. Mais derrière les images bucoliques de potagers luxuriants et de fermes harmonieuses se cache une question centrale. Ce système peut-il répondre aux besoins alimentaires d'un pays comme la France sans recourir aux outils de l'agriculture moderne? Alors non, parce qu'on aura besoin de céréales, etc. Et les céréales, tu vas pas les faire en permaculture. C'est clair. Ou est-il destiné à rester une pratique localisée de maraîchage? Pour moi, c'est là que ça se joue.
Pour le savoir, il faut dépasser les discours et examiner les faits. Un modèle séduisant mais au contour flou. Le terme permaculture, né dans les années 1970, théorisé par deux Australiens, Bill Mollison et David Holmgren. Alors, lisez leurs bouquins, avant de me dire que vous faites de la permaculture. Je fais de la permaculture parce que je fais comme Damien Descartes, il a dit. Non. Absolument pas. Ouais, mais il faut un sol paillé. Non, absolument pas. Et j'utilise une grelinette, c'est pas un outil motorisé. Non, c'est pas ce qui est marqué dans le bouquin. Je vous ai fait un short d'ailleurs sur l'essence est au centre de la permaculture, et c'est tiré du bouquin vert. Contraction de permanente agriculture. Il désigne une approche qui cherche à concevoir des systèmes agricoles inspirés des milieux naturels. Alors là aussi, attention, parce que là, ça c'est pareil, c'est très mal compris. J'en ai encore eu un qui m'a expliqué que oui, mais la permaculture, ça veut dire une agriculture permanente, donc ça veut dire qu'il faut cultiver que des plantes qui restent là de façon permanente et pas des annuelles. Non, permaculture, ça veut dire culture permanente, culture dans le sens culture sociétale, d'accord? Culture, tu vois, la culture française, d'accord? Donc, tu prends une culture permanente. Il faut que ce truc devienne permanent. Alors, ça peut être la France, tu vois. Il faut que la France, elle perdure. Ça veut dire, en gros, que tu vas rester résilient. Donc, tu mets en place de façon de quoi être autonome énergétiquement. Au cas où il y ait un Covid, par exemple. Que tu produises tes ressources, que tu produises ton alimentation, tes vêtements, etc. Tout sur le même lieu. Alors, tout ça, c'est pour un pays, mais ça s'adapte à toute forme de groupe. Une famille, un clan, un hameau, un village, une commune, un département ou un pays. Voilà, en gros, c'est comment faire pour que un groupe d'individus soit persistant, résilient, permanent. Comment tu fais pour que ces gens puissent vivre sans dépendre forcément de l'extérieur. La permaculture, en favorisant la diversité végétale, entend minimiser les interventions humaines, intrants ou travail du sol, tout en favorisant la résilience écologique et l'abondance alimentaire. Mais le concept dépasse souvent la seule agriculture. Les publications, formations et forums sur le sujet y intègrent des aspects éthiques, philosophiques, spirituels, voire mystiques. Ouais, voilà, donc déjà, il parle pas de la permaculture, il parle du côté production alimentaire de la permaculture. Parce qu'effectivement, dans la permaculture, tu as tout ça. Les aspects éthiques, philosophiques. Alors spirituel et mystique, ça c'est parce que ça a été déformé par les réseaux, on a beaucoup d'ésotérisme, c'est là-dessus justement, c'est grâce par rapport à ça, parce que la permaculture a été poreuse à ce genre de truc, qu'elle a été envoyée dans l'ornière. Ainsi, des discours souvent teintés de spiritualité New Age en émanent, avec des objectifs quelque peu ésotériques, comme vivre en harmonie avec la nature, guérir la terre, ou favoriser l'éveil de conscience. Ça, je l'ai vomi. C'est un truc que je combats sur la chaîne. C'est pour ça que la chaîne, c'est de la permaculture pragmatique. Parce que tout ça, c'est de la merde. Cette hybridation entre méthode agricole et démarche de vie rend difficile l'évaluation scientifique du concept. D'autant que les moyens... Alors, si vous vouliez vraiment étudier, de façon scientifique, c'était ce bouquin qu'il fallait étudier et mettre en œuvre. Et pas faire du Damien Descartes-like. D'autant que les moyens agronomiques permettant la mise en œuvre de ces pratiques sont souvent flous et variables selon les exploitations. Alors ça, c'est tout à fait normal, puisque dans ce livre, il y a tout plein de méthodes différentes, suivant des contextes différents. La permaculture du Sud ne sera pas la même que la permaculture du Nord, du fait de, je sais pas, un taux d'humidité par exemple. Ainsi, cette absence de définition claire et le cahier des charges vérifiable rend la permaculture difficile à étudier rigoureusement. Alors, c'est un biais ça. C'est comme si je te disais « Ah, on peut pas étudier les tracteurs parce qu'ils peuvent mettre des outils différents derrière ». Et donc, voilà, tu te rends compte qu'on peut pas étudier les tracteurs, parce qu'il y en a certains, ils utilisent des charrues, et d'autres, ils utilisent des herses. Puis même, il y en a qui mettent des fourches à l'avant, alors c'est compliqué, tu vois. Ben non.
Enfin. Ce flou contribue à son succès, chacun peut y projeter ses espoirs, mais limite aussi son intégration dans des politiques agricoles fondées sur des données objectivables. Alors ça, par contre, ça c'est un truc que je soulève régulièrement, c'est que beaucoup de personnes qui ramènent leur tronche sur les réseaux n'ont aucune connaissance agronomique. En conséquence, la littérature scientifique sur le sujet reste limitée, se concentrant davantage sur des cas particuliers que sur des analyses globales. Une étude menée en 2017 sur des fermes en permaculture aux États-Unis montre toutefois que ce modèle peut être économiquement viable. Alors, ça, c'est l'un des problèmes qu'on a en France, c'est qu'on n'a aucune ferme qui est économiquement viable. Alors vous allez me dire, bah si, il y a des fermes en permaculture qui marchent. Elles marchent sur les formations. Moi, quand j'ai pris ma baffe dans la gueule, c'était en 2019, parce que je faisais de la permaculture dans mon petit jardin là, puis après on a acheté 6000 m². Et d'un seul coup, sur 6000 m², ça marchait plus, parce que la surface change tout. Eh bien, pour pouvoir gérer une exploitation, pour pouvoir gérer en permaculture ce genre de truc, j'ai justement dû aller me renseigner dans des pays étrangers. Parce qu'en France, on est à la traîne. J'ai lu le livre de Ben Falk, qui est dans l'hémisphère nord, et j'ai regardé pas mal de chaînes américaines. Parce qu'en France, il n'y a rien de correct. Dans la majorité des cas étudiés, les exploitations génèrent des revenus significatifs, y compris par la production agricole elle-même, et pas seulement grâce aux activités périphériques comme la formation ou l'agrotourisme. Alors ça, c'est un des trucs que justement que je dénonce. Si vous avez une ferme qui marche que à cause des formations ou ferme pédagogique, c'est que vous produisez pas de la bouffe, donc vous n'êtes pas une micro-ferme. Ces activités périphériques apparaissent cependant comme un pilier central de leur fonctionnement économique. Les auteurs soulignent néanmoins les limites de leur propre travail, en raison d'un échantillon restreint et d'un biais de sélection probable. Par ailleurs, les principes de la permaculture y sont traités de façon très souple, puisque ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui se définissent comme permaculteurs. Cela dit, il semble possible d'établir un cadre de référence de ces pratiques. C'est ce qu'a tenté de faire l'Académie d'agriculture de France qui propose d'avoir une fiche encyclopédique, une présentation synthétique des grands principes de cette approche, voire le premier encadré. La ferme du Bec et Loin, vitrine médiatique et objet d'étude. Oh putain, non. Oh putain, j'espère qu'ils vont pas partir là-dessus. Ah non, la ferme du Bec et Loin, mais je n'en peux plus, sérieux. Ouais, mais vous avez vu, on arrive à faire produire un nanani nanana sur 1000 m². Ouais, combien d'hectares tu as à côté pour apporter la matière organique, etc., etc. Combien de pognon tu as investi dans ta ferme? Parce que ça c'est le cœur du problème, c'est le cœur du réacteur. Tu poses 1 million, bien sûr que tu vas faire une ferme qui va marcher même sur 1000 m². Ah ouais, après est-ce que c'est rentable d'avoir posé 1 million pour produire sur 1000 m²? Je suis pas bien sûr. La ferme du Bec et Loin en Normandie incarne le modèle permaculturel français dans sa version la plus connue. Fondée au début des années 2000, cette microferme biologique devient rapidement un symbole. À travers livres, documentaires et reportages, elle s'impose comme une vitrine séduisante d'un autre mode de production. On y cultive sans tracteur, sans pesticides ni engrais de synthèse, sur des buts riches en matière organique, dans une biodiversité foisonnante, à la main ou à l'aide d'outils simples. Alors, ils dépendent aussi énormément du woofing, une main-d'œuvre qu'ils ne payent pas. Ça aussi, c'est à prendre en compte dans le fait que leur modèle y marche. Et les formations, justement, en permaculture, c'est vous allez payer, toi tu vas payer pour être formé, mais en fait, ta formation, ça va être d'aller faire le travail sur la ferme d'un autre. Tu vas payer pour ça. C'est comme ça qu'en fait, leur ferme, elle marche. Parce que si on devait embaucher des personnes pour faire le travail que les woofers y font, ou que les formés, les apprenants, ils font, et le modèle économique s'effondre. Sur ce site sont appliquées diverses techniques typiques de la permaculture. Aménagement de microclimats par la présence d'étangs et d'arbres, alors ça c'est ce qu'on a mis en place, ça c'est très très bien. Diversification extrême des cultures avec des associations de multiples essences végétales, ça aussi c'est ce qu'on fait.
Exemple, petits pois, aubergines, petits haricots, poivrons, concombres, poivrons ou aubergines, vous les faites monter puis vous mettez les aubergines sur les côtés, ou petits pois, choux, ou tu vois, t'as plein d'associations comme ça, tomate oignon, tomate basilic, tomate persil, y a plein de trucs, radis carottes, il y a énormément de choses. De multiples essences végétales, l'utilisation intensive de matières organiques, en particulier du fumier, pour enrichir des buttes de couches chaudes. Optimisation de l'espace, y compris en verticalité, donc ça c'est ce que je viens de vous dire, avec des plantations en relais, où les nouvelles cultures sont semées avant la récolte des précédentes, et bien sûr l'absence de phytosanitaires et de mécanisation permettant une meilleure préservation des sols et de la biodiversité. Alors ça, c'est un truc qui n'est absolument pas dit dans le livre de permaculture qu'il faut se passer de mécanisation. Je vous invite à aller revoir le short sur l'essence, qui est la base de la permaculture. De plus, je vous ai fait une vidéo sur la mécanique et la permaculture, est-ce incompatible? Je vous invite aussi à la retrouver, puisque dès que tu vas parler d'un semoir, c'est de la mécanique. Au bec et loin, ils se servent d'une charrue, tractée par des chevaux. Une charrue tractée par des chevaux, ou par un tracteur, ou par un motoculteur, ça reste un labour. Ça reste un labour tout pareil, avec une semelle de labour. Et la charrue, derrière, c'est mécanique. Ah oui. Les rendements de production affichés à l'hectare sont plus qu'honorables, équivalents à ceux observés en agriculture biologique traditionnelle, mais obtenus sans phytosanitaire. Et c'est là par exemple qu'on y gagne quand on fait ce genre de truc-là, c'est qu'on ne dépense pas d'argent dans des produits phyto, on ne dépense pas énormément d'argent dans des engrais, etc., etc. C'est en réduisant ces coûts-là qu'on arrive à s'en sortir en fait. Mais obtenus sans phytosanitaire, sans tracteur, ni travail du sol. De quoi susciter l'intérêt et la curiosité scientifique. Alors, on a les grands principes de la permaculture. La permaculture est issue du mouvement environnementaliste qui a pris naissance dans les années 1970 en Tasmanie. Bill Mollison et David Holmgren proposent un changement de perspective sur l'agriculture, insistant sur... Bon, on le lira peut-être à la fin, c'est un petit encart qui... On le lira peut-être pour une autre vidéo. On va rester sur l'étude. L'étude de l'INRA. Une analyse encourageante mais à manier avec précaution. Face à un intérêt grandissant pour ce modèle, une étude lancée en 2011 par l'INRA, aujourd'hui INRAE, Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, et l'Institut Silva, aujourd'hui Institut de la Ferme du Bec et Loin, aujourd'hui Institut de la Ferme du Bec et Loin. Donc c'est leur propre institut qui sont censés dire si ça marche ou si ça marche pas. Je sais pas, si je m'auto-évalue, moi je vais te dire ouais, ça marche impeccable. Organisme associatif chargé de mener des recherches sur la ferme. Je m'auto-valide. Bon, déjà, là aussi, tu vois qu'il y a un biais. Sur une petite parcelle de 1000 m² de la ferme du Bec et Loin, pendant 4 ans, les chercheurs analysent le travail fourni, les rendements obtenus et les revenus générés, en conditions réelles. Alors attention, là c'est pareil, là ça je l'ai déjà démonté. La problématique, c'est que ok, il y a 1000 m², mais il y a combien d'hectares à côté qui lui permettent justement d'amener du foin, des machins, des matières organiques, etc. Voilà, il y a ça à prendre en compte, parce que toi, si t'es sur 1000 m², t'as pas ce qu'il y a à côté pour amener de la matière organique et tout ça. Ensuite, les revenus générés. Il a son restaurant et ses labos de transfo directement sur la ferme. Donc il revend lui-même ses propres produits à lui-même pour les transformer. Donc forcément, ça marche. Toi, si tu dois faire une ferme en permaculture, va falloir que t'écoules ta marchandise, mon vieux. Chaque intervention est minutieusement chronométrée et la valeur marchande des productions est rigoureusement évaluée. Les résultats sont positifs. Le revenu net mensuel par actif pour un volume hebdomadaire d'environ 43 heures varie entre 898 € et 1571 €, ce qui est considéré dans une étude comme tout à fait acceptable. Alors, ouais, c'est à peu près ce qu'on a à peu près, ouais. On a un SMIC pour 2 personnes. Voire supérieur au regard des référencements couramment admises, sauf que nous on est sur 3500 m² cultivés. Voire supérieur au regard des références couramment admises en maraîchage biologique diversifié. Le rapport conclut donc la viabilité économique du modèle, du moins à cette échelle, dans ce contexte. Mais cette conclusion, parfois reprise sans nuance,
doit être examiné de près. Tout d'abord, de nombreuses critiques ont été formulées, relayées en particulier par des acteurs plutôt bienveillants sur ce mode d'agriculture, comme le site belge, Barricade. Premièrement, le contexte de la microferme est exceptionnel. Elle jouit d'une notoriété importante, voilà, ce qui valorise fortement ses produits, voilà. Pour se faire une idée, la valeur des légumes produits sur 1000 m2 étudiés est estimée entre 30 000 et 55 000 euros sur 1000 m2. Je vous laisse imaginer. Donc tout ça, c'est parce qu'il y a justement le restaurant et les labos de transfo qu'il a lui-même sur sa propre ferme. À titre de comparaison, selon l'INSEE, un hectare de maraîchage bio classique génère environ 15 000 euros. Nous, sur 3500 m2, on est à un peu plus de 35 000 euros. Rapporté au mètre carré, l'écart peut atteindre ainsi un facteur 30. Ce résultat s'explique en grande partie par une forte valorisation des produits via une diversité de débouchés. Circuits courts, paniers à MAP, associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, restaurants, etc. De plus, l'organisation repose sur plusieurs intervenants et permet ainsi une grande flexibilité du travail. Voilà. Là, si tu payes pas ta main-d'œuvre, tu y gagnes aussi. Ce qui est difficile à reproduire dans des structures gérées seules ou avec un effectif réduit. Enfin, l'étude du Bec et Loin ne prend en compte que le temps passé directement sur les parcelles cultivées, soit 2000 heures pour la deuxième année. Ce calcul exclut de nombreuses tâches essentielles, planification, logistique, entretien des outils. Ah bah oui, si tu oublies ça, du coup, c'est ce que je vous dis, hein, quand on rentre de l'exploitation, on a encore tout l'administratif à gérer, les assolements, etc., la planification, oui. Et ça, ils ne le rentrent pas dans le temps, ça c'est rigolo. Bah oui, forcément. Pour compenser, les chercheurs ont ajouté un tiers du temps par estimation, portant le total à 3000 heures. Une correction qui reste modeste et que le collectif Barricade considère comme sous-estimant probablement le temps de travail réel. Mais surtout, comme le souligne le rapport lui-même, ces 1000 m2 étudiés correspondent à la zone plus intensive de la ferme du Bec et Loin, et ne doivent en aucun cas être considérés comme suffisants pour établir une microferme. Ça, il faut vous le mettre dans la tête. 1000 m2, ce n'est pas suffisant. Il te faut des parcelles à côté, rien que pour la matière que tu vas devoir importer dessus. En tirer des conclusions sur une généralisation du système est un raccourci hâtif. Nous sommes d'accord. Des freins structurels majeurs à la généralisation. 3 limites fondamentales empêchent aujourd'hui d'imaginer un déploiement à grande échelle du modèle permaculturel tel qu'incarné par le Bec et Loin. Un champ d'application restreint. La permaculture, telle que pratiquée sur la ferme normande, concerne uniquement le maraîchage et les cultures fruitières. Or, le maraîchage ne représente qu'environ 2% de la surface agricole, la SAU, en France. Aucun exemple documenté ne montre à ce jour que des principes en permaculture puissent être appliqués efficacement à des grandes cultures de blé, de maïs et de colza. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est le premier truc que je vous ai dit en début d'article. Pour les céréales, c'est pas un modèle qui va pouvoir marcher. Va essayer de pailler, toi, 1 hectare de champ de blé. Impossible. Et pour cause, ces systèmes reposent souvent sur des échelles, des besoins logistiques et des contraintes économiques totalement incompatibles avec une gestion manuelle et non mécanisée. Et puis surtout, ils sont en concurrence directe parce que le blé, c'est pas, tu vois, le cours du blé, c'est mondialisé, donc, s'ils sont pas performants, ils vont couler leur boîte, c'est tout. Hein. Une dépendance au fumier. Le modèle de la ferme repose largement sur les apports externes de matière organique, en particulier du fumier de cheval fourni par le centre équestre voisin. Alors, là, j'ai une bonne solution pour vous, c'est le lapin. Ça crée du fumier en quantité de ouf. Vraiment, faites des élevages de lapins. Nous, on était aussi dépendants du fumier de cheval avant. Maintenant, on fait plus de couches chaudes, tu me diras. Mais pour les amendements, le fumier de lapin, c'est excellent. Lors de l'installation des buts de culture et des couches chaudes, les quantités utilisées étaient particulièrement importantes. D'après une étude menée en 2016 par l'Institut Silva, entre 17 et 62 kg de fumier par mètre carré ont été épandus dans ce secteur de la Sarthe de cette année-là. Et bien ça, tu vois, ça, c'est interdit. Ça, c'est pareil, renseignez-vous bien. Parce qu'ensuite, en agricole,
tu dois remplir un document d'amendement pour éviter la pollution des sols. T'as pas le droit d'excéder les 3 kilos d'amendement par mètre carré. Voilà. T'as pas le droit. Alors moi, je suis sur des zones sensibles, hein, mais 17 kilos à 62 kilos, c'est énorme. C'est énorme. La pollution au nitrate qui va se faire dans les sources en dessous, c'est colossal. C'est colossal. Et puis, imaginez que tout le monde fasse ça. 62 kilos, pour 10 mètres carrés, ça fait 620 kilos. Pour 100 mètres carrés, ça fait 6 tonnes 2. Pour 1000 mètres carrés, ça fait 62 tonnes. Pour juste 1000 mètres carrés. 620 tonnes pour 1 hectare. Imaginez que toutes les fermes maraîchères fassent ça. On n'a jamais assez de fumier. Sachant qu'un kilogramme de fumier de cheval contient environ 8,7 kg d'azote. Cela représente un apport d'azote compris entre 1480... Ouais, voilà. Et puis l'azote, ça se dégage en nitrate. Hein. Cela représente un apport d'azote compris entre 1480 et 5400 kg l'hectare, des niveaux très largement supérieurs au plafond annuel de 170 kg d'hectare fixé par la directive nitrate. Bref, leur modèle pollue le sol. Et pourtant, dans ce même rapport, l'Institut Silva, donc l'Institut de la ferme du Bec et Loing qui s'auto-évalue, hein, affirme que les apports d'azote en 2016 n'auraient été que de 167 kg l'hectare. Est-ce qu'on peut leur faire confiance, puisque c'est de leur propre chef qui dit « Ah non, mais regardez, mon bilan, il est bon !» Donc juste en dessous du seuil réglementaire. Comment expliquer un tel écart? En réalité, pour parvenir à ce chiffre, l'Institut a lissé les apports sur l'ensemble des surfaces de la ferme. Voilà, on a 1000 mètres carrés ici, mais comme on a 10 hectares, c'est bon, ça passe. Toi, t'auras que 1000 mètres carrés, ça passera pas. Apport sur l'ensemble des surfaces de la ferme, y compris les zones qui ne reçoivent aucun fertilisant, allées, bâtiments, zones boisées, ainsi que les herbages destinés aux cultures de blé rustique et de légumes de garde, ces surfaces bien moins intensives que la zone étudiée de l'INRA, aussi probablement bien moins rentables. Et en d'autres termes, sur la seule parcelle de 1000 m², ayant démontré une rentabilité économique, on est très largement au-delà des seuils autorisés en matière de fertilisation azotée. Si cela ne pose pas de problème environnemental au Bec et Loing, du fait de la faible surface concernée, une généralisation du modèle de bio-intensif pourrait entraîner des fuites d'azote préoccupantes, et donc polluer des milieux aquatiques. C'est ça que vous propose le Bec et Loing. Et au-delà, l'enjeu environnemental se pose aussi la question de la faisabilité. Le Bec et Loing bénéficie d'une situation locale exceptionnelle, avec un centre équestre à proximité immédiate qui lui fournit à faible coût de grandes quantités de fumier, une configuration rare dont peu de fermes pourraient profiter. Un volume de travail irréaliste. Enfin, le facteur humain constitue un obstacle colossal. L'étude de l'INRA estime que la parcelle de 1000 m² nécessite entre 1400 et 2100 heures de travail par an. À l'hectare, sur un hectare. Cela représente entre 14 000 et 21 000 heures. Cela impliquerait entre 7 et 8 personnes pour s'occuper de cet hectare, sachant que sur ces 1000 m², il a des woofers. Hein. Cela impliquerait qu'entre 7 et 8 personnes pour s'occuper de cet hectare, comparé à environ une personne en agriculture maraîchère bio. Et nous sommes 2 pour gérer 1,5 pour gérer 3500 m². Moi, je fais l'assolement, les plantes, etc. Sabrina fait la récolte et les marchés. Enfin, 6000 m² total, hein, et 3500 m² de mise en culture. Un simple calcul donne le vertige pour cultiver en permaculture les 530 000 hectares de terre dédiés aux fruits et légumes en France, soit 2% de la SAU. Il faudrait plus de 3,5 millions d'agriculteurs. C'est exactement les chiffres que j'avais calculés quand je disais que c'était un modèle qui était intenable et que tous ceux qui se revendiquaient de « Oui, il y aura qu'à mettre plus de personnes dans les champs », ils veulent pas aller dans les champs. Les mêmes personnes qui disent ça, ils ne veulent absolument pas aller s'user la couenne dans les champs. Donc, juste pour le maraîchage et les fruitiers, il faudrait que 3,5 millions de personnes dans les champs. Vous êtes prêts demain à y aller dans les champs?
Ouais, bah, j'ai pas trop l'impression, moi. C'est vraiment, quand je vois le courage de certains, pas trop l'impression. Soit 5 fois plus que le nombre total d'agriculteurs aujourd'hui. Le nombre total d'agriculteurs avec les grandes cultures, le bétail et tout ça. Et là, on est juste sur le maraîchage et les cultures fruitières. Imagine si maintenant on fait le blé et tout ça à la main. Il faut 60 millions de personnes dans les champs. Toute la France. Soit 5 fois plus que le nombre total d'agriculteurs aujourd'hui, tous secteurs confondus. Et ça, dans la tête des bobos, c'est bien, parce que comme ça, ça donnera du travail à tout le monde. Ils sont mignons. Un modèle non généralisable, mais qui représente des intérêts. Faut-il pour autant rejeter la permaculture en bloc? Certainement pas. À l'échelle locale, pour les micro-fermes diversifiées, le modèle peut fonctionner et avoir un intérêt, tant économique qu'environnemental et social. Et voilà, et donc là, nous, on s'inscrit totalement là-dedans. On avait un terrain de merde qu'on régénère. Hein. On va totalement dans le sens du vivant. Et on vient pas foutre des tonnes de matière organique pour polluer les sols. Il peut favoriser le lien au territoire, la biodiversité, offrir une voie économiquement viable pour des projets agricoles de petite taille nécessitant peu d'investissement, et surtout répondre à des aspirations personnelles ou communautaires de sobriété et d'autonomie. Bonjour, nous sommes dedans. Ce type de pratique peut aussi être mis en œuvre dans des micro-fermes urbaines, en réponse à une demande croissante de la part d'un public de citadins. D'un point de vue agronomique, certaines techniques employées en permaculture sont déjà utilisées et intégrées à des systèmes agricoles plus vastes. Ce sont précisément ces pratiques-là qui gagneraient à être généralisées à l'avenir. C'est le cas du non-labour, notamment imposé par l'agriculture de conservation des sols, et ça c'est très bien, et qui permet la préservation de la biodiversité souterraine. De même, l'agroforesterie, en associant des arbres et des cultures, c'est ce que nous on fait, permet de stocker du carbone et d'enrichir les sols et réguler le microclimat à l'échelle de la parcelle. La diversification des cultures et des rotations longues favorise quant à elle la fertilité des sols et la régulation naturelle des ravageurs. D'autres approches, comme les cultures associées, optimisent l'espace disponible et réduisent les besoins en intrants. Dans le cas de cultures relayées, la culture suivante est semée avant la récolte de la précédente, ce qui maximise le temps d'occupation du sol. À cela s'ajoutent des aménagements servant de refuge aux auxiliaires qui offrent un habitat favorable aux insectes pollinisateurs et aux prédateurs naturels des ravageurs. Mais cela suppose de distinguer ces techniques des dimensions ésotériques et idéologiques accolées à la permaculture et de les évaluer avec des outils rigoureux et de l'expérimentation scientifique. Je suis tout à fait en accord avec ça. Là, le fait que l'ésotérisme soit rentré là-dedans, c'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde, et vous allez aller sur plein de groupes sur Facebook de permaculture, on va vous parler de colonnes cosmotelluriques, d'ondes vibratoires, etc. Bref. Il ne faut pas arroser les légumes, faut les laisser, parce qu'ils vont aller puiser eux-mêmes les éléments, oui. Une salade, c'est ça, hein, le système racinaire. On peut la laisser s'assoiffer, elle fera pas des racines de 3 mètres. Hein. Une niche intéressante, mais pas une solution globale. La permaculture n'est ni une imposture, ni une solution miracle. D'où l'intérêt de la pratiquer avec pragmatisme. C'est ce que je pratique. C'est pour ça que j'ai voulu mettre quelque chose derrière la permaculture, parce que la permaculture a été dévoyée, justement en laissant rentrer l'ésotérisme dedans. Je pratique la permaculture pragmatique. Elle reflète une volonté légitime de produire autrement, de renouer avec le vivant, de redonner du sens au métier d'agriculteur. Mais les limites du modèle sont bien réelles et empêchent sa généralisation. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On ne peut pas le généraliser aux grandes cultures. La complexité des systèmes alimentaires modernes, les besoins en productivité, les contraintes économiques et la réalité démographique rendent irréaliste l'idée d'une transition à grande échelle vers la permaculture telle qu'elle est pratiquée au bec et loin. Et puis il faut surtout que ce soit une démarche personnelle. C'est-à-dire, tu vas pas imposer à tout le monde de se foutre en permaculture. Ça fait 3,5 millions de personnes dans les champs. Donc ça voudrait dire qu'on impose à 3,5 millions de personnes d'aller faire quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. Non. C'est quelque chose qui doit être volontaire, tu vois. Il ne faut pas oublier que malgré ses limites et ses inconvénients, le modèle productiviste actuel permet de nourrir efficacement la population, à force
de focaliser notre attention sur une solution supposément idéale, on risque de négliger des pistes plus modestes, mais concrètes, qui pourraient améliorer le système existant sans mettre en péril l'indépendance alimentaire du pays, comme des techniques de conservation des sols, voire le dernier encadré, l'agroforesterie ou encore l'usage de couverts végétaux. Et donc nous sommes sur la fin de l'article. Donc je suis plutôt en accord avec tout ce qui a été dit. D'ailleurs, je pratique plutôt dans le sens où c'est expliqué, c'est-à-dire en laissant de côté ce qui est ésotérique et en gardant tout ce qui est pragmatique. Eh bien, c'était un très bon article. Je m'attendais à pire, tel que ça partait, je m'attendais à ce que ce soit avec des billets, et ils mettent bien en corrélation le fait que, attention, parce que cet organisme-là, c'est directement la ferme du Bec et Loin, qui est son propre organisme évaluateur. Vous voyez comment il triche avec les chiffres, hein. Ça, je l'avais déjà dénoncé, maintenant c'est avéré. Donc voilà. Après, faire un truc en permaculture, ça marche, hein, ça peut marcher, il n'y a pas de souci. Moi j'ai été visiter une ferme qui marche très bien, les jardins de Corinne, si tu regardes cette vidéo, je te salue. Avant de me lancer, il y a... merde, je sais plus comment il s'appelle. Il y en a un autre en Vendée là, qui s'inspire justement du modèle du Bec et Loin. Et avant de se lancer, on a aussi été visiter des maraîchers traditionnels. Hein, normal. Avant de dire ah non, que de la permaculture. Non, tu regardes l'entièreté du modèle, tu regardes l'entièreté de ce qui se fait, et tu analyses et tu t'adaptes en fait. C'est ça hein, la permaculture, c'est constamment s'adapter. Quand je vois des personnes qui laissent des herbes hautes comme ça dans des radis, tu récolteras pas de radis. Si tu peux le faire dans certaines cultures. Et encore, ça, il faut avoir, justement, c'est toute la problématique, il faut avoir une connaissance de la physionomie et des besoins physiologiques des plantes. De l'herbe, tu peux la laisser dans des oignons, dans des aliacées, dans des poireaux, etc. Ça va bien se passer. Dans des radis et des carottes, ça va très mal se passer. Dans des choux, ça va bien se passer au début, puis après, il y aura une concurrence racinaire. Bref, plein de choses à connaître. Et ça, c'est, faut s'intéresser à l'agronomie, faut s'intéresser à la biologie des plantes, faut s'intéresser à un certain nombre de trucs. Au début, ça te paraît être une montagne insurmontable, et en fait, quand tu prends petit bout par petit bout, ça passe, hein. Ça passe vraiment. Bref. J'espère que ce petit article vous aura plu, j'espère que mes conclusions vous auront convaincu. Dites-moi ce que vous en pensez. Faites la bise, prenez soin du sol, restez pragmatique. Ciao.